Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Marie-Paule Kerr qui va nous parler d'une couturière qui a pratiquement traversé un siècle, qui a beaucoup fait pour, dirons-nous, révolutionner la mode au XXe siècle et qui était admirée même par des gens de notre époque comme Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier, Hubert de Givenchy, Stella McCartney. Je veux parler de Madeleine Vionnet que vous allez nous présenter. Merci, bonjour. Madeleine Vionnet est effectivement une des très grandes dames de la haute couture française, mais aussi reconnue de façon internationale. À une époque où la haute couture est en quelque sorte embryonnaire, puisqu'on considère qu'elle a été fondée sous le Second Empire par Frederick Worth. Et Madeleine Vionnet, ses dates sont 1876-1975, et elle va commencer à fonder sa propre maison, j'y reviendrai tout à l'heure, en 1912. Donc elle fait vraiment partie des pionnières de cet art qu'est la haute couture, qui est également une industrie, et elle a été aussi une chef d'entreprise particulièrement audacieuse et très ouverte aux questions sociales, étonnamment ouverte pour son époque. Cette très grande dame, qui est un peu oubliée aujourd'hui, sauf dans le domaine, vous venez de le dire, de la haute couture, où la plupart des grands couturiers aujourd'hui continuent à lui rendre hommage. Cette grande dame est née dans un milieu extrêmement modeste. Elle était d'origine lointaine jurassienne, elle est d'ailleurs enterrée dans le Jura. Mais elle est née, elle, dans le Loiret, car son père avait d'abord été gendarme, puis il a été receveur d'octroi, c'est-à-dire il a travaillé dans les douanes. Et elle est donc née dans le Loiret le 22 juin 1876. Ses parents se sont assez vite séparés et elle a vécu avec son père en région parisienne, à Aubervilliers. Aubervilliers qui n'a pas oublié son illustre habitante, oui, puisqu'il lui a dédié il y a quelques années une rue. En 1800, elle était une élève assez brillante à l'école primaire et elle aurait aimé devenir institutrice. En fait, les conditions matérielles de sa famille ne lui permettent pas et on l'envoie à 12 ans faire un apprentissage de la couture chez sa voisine qui était femme du garde champêtre. Elle y découvre la couture et elle se marie très jeune, à 18 ans. Mais le mariage, très vite, ils vont avoir une petite fille, mais cette petite fille va mourir à 2 ans. Et ce drame a de multiples conséquences pour Madeleine Vionnet. Le couple se sépare et elle part à Londres. Et où là, elle va, après avoir travaillé dans un asile d'aliénés, après avoir été lingère, elle va finalement travailler dans une maison de couture qui s'appelait Kate Riley et qui copiait les modèles venus de Paris. Elle va également à Londres apprendre l'anglais, évidemment, et puis découvrir la technique des tailleurs de Savile Row, qui, à l'époque comme aujourd'hui, sont quand même la référence absolue dans le domaine de la mode masculine. Elle s'intéresse, elle a un esprit très curieux, elle s'intéresse de façon générale à tout ce qui est autour d'elle. Et dans les années 1900, elle découvre avec beaucoup d'intérêt une des grandes danseuses de l'époque qui était d'origine américaine, mais qui mourra à Nice dans les années 20, qui était Isadora Duncan, et qui, elle, avait réintroduit des danses qu'elle disait des danses antiques, disons qu'elles étaient imitées de l'Antiquité, et qui s'habillaient également à l'antique. Et il est certain que l'influence d'Isadora Duncan va être extrêmement importante pour Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet rentre à Paris et à ce moment-là, elle est engagée dans un atelier qui était très couru à l'époque, qui était celui des sœurs Callot. Les sœurs Callot, elles ont une petite nièce pour les unes et petite-fille, arrière-petite-fille pour les autres, très connue, qui est Isabelle Huppert. Et elle est première d'atelier dans cette maison et elle considère que elle y a finalement découvert tout ce qu'elle va exploiter par la suite avec ses propres qualités. Il y a une phrase d'elle: « Grâce aux sœurs Callot, j'ai été capable de réaliser des Rolls-Royce. Sans elles, je n'aurais jamais produit que des Ford. » Après les sœurs Callot, elle passe chez un autre des très grands couturiers de l'époque qui était Jacques Doucet, historien d'art connu. Toute la bibliothèque, enfin une grande partie du fonds d'histoire de l'art de la Bibliothèque nationale vient du don que Jacques Doucet a fait après sa mort
de sa bibliothèque d'art. C'est également lui qui avait acheté à Picasso Les Demoiselles d'Avignon. Mais si Jacques Doucet l'a engagée avec enthousiasme, cet enthousiasme n'est pas partagé par ses vendeuses, en particulier lorsqu'elle demande aux mannequins de défiler pieds nus dans des sandales. C'est à ce moment-là un tollé général. Nombre de vendeuses ne se refusent à vendre les modèles de Madeleine Vionnet, et finalement, elle quitte la maison Doucet et en 1912, elle va ouvrir sa propre maison de couture. Dans un premier temps, elle l'ouvre au 22 rue de Rivoli, mais la guerre arrive et en 1914, elle part à Rome. Elle passe la guerre à Rome et lorsqu'elle revient, en 1918, elle va réouvrir une maison, mais cette fois-ci, elle s'installe avenue Montaigne. Et elle a une devise qu'elle va mettre en action toute sa vie, une devise qui tient en 4 mots: proportion, mouvement, équilibre, vérité. Si vous vous souvenez un petit peu des tenues de nos arrière-arrière-grand-mères, vous imaginez bien qu'on est à l'opposé absolu de la mode des années 1900, qui contraignait les femmes, qui pouvaient à peine bouger, qui avaient une silhouette qui n'avait que de très lointains rapports avec l'anatomie féminine. Elle inaugure, une méthode nouvelle, parce que finalement, elle n'a pas appris dans les ateliers classiques. Donc, elle ne fait pas de croquis préparatoires. Elle coupe ses étoffes directement au ciseau, toujours de façon géométrique. Et ensuite, elle les drape sur un tout petit mannequin de bois qu'elle va conserver toute sa vie et qu'elle montrera volontiers à ses visiteurs pour expliquer ce qu'était sa méthode. On la surnommera dans le milieu de la mode l'architecte. On dit aussi qu'elle est sculpteur. Une de ses robes les plus célèbres, qu'on avait appelée la robe mouchoir, est faite ainsi de 4 losanges qui sont découpés, assemblés et cousus ensemble. Ses couleurs sont le noir et le blanc, ce qui rompt aussi avec les modes de l'époque, même si elle va utiliser beaucoup de fleurs. Elle a un goût particulier pour la symétrie et on retrouve là finalement toute une ambiance qui est celle de ce qu'on appelle l'art déco, qui avait été notamment très à la mode ou découverte avec l'exposition de 1925. Il en sort une silhouette féminine qui est épurée, qui est fluide, qui évoque lointainement ce qu'on appelle la mode à l'antique, avec des plis qui tombent, un magnifique tombé, j'y reviens dans un instant, et des drapés. Pas d'attache, pas de couture visible, pas de boutons, pas de fermeture, très très peu de points d'attache et qui sont tous cachés. Donc une impression de liberté qu'elle a accentuée avec l'abandon du corset. Poiret, chez qui elle a travaillé, estimera avoir été l'inventeur de l'abandon du corset. C'est totalement faux. En fait, c'est bien elle qui a abandonné le corset. Et Poiret, lui, avait à la place du corset mis en place des gaines pour ses mannequins, alors que chez Madeleine Vionnet, le corps de la femme reste totalement libre. Comme elle avait travaillé chez les lingères, elle va prendre une idée qui était en vogue dans le domaine de la lingerie, qui est la coupe en biais. Coupe absolument révolutionnaire, qui demande énormément de tissu, mais qui permet, au lieu de couper en droit fil, on coupe en biais sur le côté. Et ça permet d'avoir un vêtement très fluide et un tombé absolument parfait. Elle fait fabriquer ses propres tissus et comme elle voit très vite qu'elle est plagiée et qu'elle avait découvert le plagiat lorsqu'elle était à Londres, jeune apprentie, elle va se défendre becs et ongles, elle va intenter un procès qu'elle va finir par gagner et à partir de là, elle va prendre l'habitude d'apposer sa griffe sur ses vêtements, plus un numéro de série, plus son empreinte végétale. Je vous la cite. Non seulement, dit-elle, j'appose sur chaque modèle sorti de chez moi ma griffe et un numéro de série, mais aussi mon empreinte digitale. Je donne ainsi le nom des personnes que j'autorise officiellement à copier mes œuvres à plusieurs exemplaires. Et elle attaque en procès systématiquement ceux qui ne se plient pas à cette règle. Elle se constitue une collection d'archives très tôt. Elle a l'idée qu'il faut avoir des archives. Elle a l'idée que la haute couture est un art, est un art et une industrie en même temps. Elle fait photographier chacun de ses modèles de face, de dos, de profil. Elle garde des fiches sur eux. Et toute cette collection absolument inestimable, elle va la donner en 1952 à François Boucher, qui va ensuite la placer, la déposer au Musée des Arts Décoratifs, qui à l'époque était l'endroit où déposer des collections de mode. Aujourd'hui, vous avez le Palais Galleria,
Et l'un et l'autre, les Arts Déco et le Palais Galera, ont des collections très importantes de Madeleine Vionnet grâce à sa générosité. Elle est immédiatement portée par toute l'aristocratie, mais également les demi-mondaines comme Liane de Pougy, les actrices de théâtre comme Cécile Sorel, et elle va entraîner dans sa lutte pour la protection de la propriété les autres grands couturiers. Et en 1923, il y aura une première organisation qui est la protection artistique des industries saisonnières, qui est à l'origine du droit d'auteur, en quelque sorte, dans le domaine de la couture. Donc elle a joué de ce point de vue-là un rôle qui est un rôle très important. Pour elle, la mode doit être libérée. Elle nous dit « J'affirme la nécessité d'autant de modes qu'il existe de catégories de femmes différentes ». C'est un adage que l'on pourrait peut-être revoir aujourd'hui. Elle habille toutes les silhouettes de femmes, toutes les femmes, et aussi bien au travail qu'à la maison. Elle s'entoure, avec un flair absolument remarquable, des plus grands couturiers de son époque, enfin qui sont à l'époque des apprentis, hommes et femmes d'ailleurs. Et Madeleine Chapsal, qui est un écrivain un peu oublié aujourd'hui, a été la fille d'une de ses premières, qui s'appelait Marcel Chaumont. Et elle raconte dans un livre que vous trouvez en poche facilement et qui est très émouvant, qui s'appelle La chair, CHAIR de la robe, toute cette histoire de Madeleine Vionnet et de la haute couture dans l'entre-deux-guerres. Elle s'entoure aussi des grands décorateurs. Elle va faire décorer son hôtel particulier 50 avenue de Montaigne où viennent les clientes avec les plus grands noms de l'époque, dont René Lalique, pour prendre un des plus célèbres. Dès 1919, elle s'était fait dessiner un logo où on voit une statue, enfin une femme stylisée posée sur une colonne ionique, qui était ce logo était aussi tout un programme de retour à l'Antiquité et d'épuration des formes. Cette grande dame de la couture a été aussi une pionnière dans le domaine social. Derrière son hôtel particulier, donc elle fait entièrement redécorer, il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas de Fashion Week, il n'y avait pas de défilés comme on a l'habitude d'en avoir. Il n'y avait même pas de saison comme on a aussi l'habitude d'en avoir. Et donc les clientes arrivaient avenue Montaigne, elles étaient reçues dans des salons et elles voyaient... Alors on allait leur chercher la mannequin de cabine qui leur montrait des modèles, mais pendant qu'elles prenaient le thé, qu'elles choisissaient, elles voyaient aussi passer devant elles d'autres vendeuses qui portaient les tenues de la maison et qu'elles pouvaient avoir envie d'essayer à leur tour. Derrière l'hôtel particulier, elle fait construire un immeuble de 7 étages. À l'époque, on parlera de gratte-ciel. On est dans les années 20, 1923 exactement. En haut des 7 étages, un toit terrasse, pensé à Le Corbusier, dont c'est une des grandes idées, qu'elle appelait la cure d'air, pour que ses ouvrières puissent prendre l'air au moment de pause. Elle est la première couturière à exiger que ses ouvrières aient des chaises et non pas des tabourets, ce qui était plus confortable. Elle installe pour elle une cantine à bas prix, un cabinet médical et dentaire gratuit avec médecins et dentistes à demeure, une crèche pour celles qui ont des enfants. Chaque année, il y a un arbre de Noël. Et dans ce souci attaché aux enfants de ces ouvrières, on peut peut-être retrouver la douleur de la jeune femme qui avait perdu si jeune sa fille unique. Elle a également, et elle aura toute sa vie, un grand souci de la formation des apprentis. Elles ont 3 heures obligatoires de formation par semaine, plus des cours de grammaire et d'arithmétique, parce qu'elles considèrent que ces apprentis doivent un jour ou l'autre avoir ou leur propre maison ou être simplement couturières à leur compte, et que pour cela, il faut qu'elles aient les moyens intellectuels de se débrouiller et de gérer leur budget. Elle leur offre des congés payés dès les années 1920 et on dit qu'en 1936, elle aurait poussé ses ouvrières à faire grève pour que leurs conditions de travail soient imitées dans les autres maisons de couture. Ceci dit, est-ce une légende, est-ce une histoire? Mais en tout cas, même si c'est une légende, cela montre l'image sociale qu'elle avait et qu'elle est, il faut bien le dire, la seule à avoir dans le domaine de la haute couture de l'époque. Et disons que ça n'est pas une image courante dans ce domaine. Et elle restera toute sa vie un esprit libre. Écoutons-la encore une fois. Si l'on peut dire qu'il existe une école Vionnet, c'est surtout parce que je me suis montrée une ennemie de la mode. Il y a dans les caprices saisonniers, fugitifs, un élément superficiel et instable qui choque mon sens de la beauté, confié Madeleine Vionnet en 1937.
Il y a également, chez Madeleine Vionnet, si ses vêtements sont intemporels, c'est parce qu'il y a ces coupes géométriques en apparence extrêmement simples, qui demandent quand même en arrière-plan un talent absolument remarquable, mais qui du coup donnent des habits qui restent intemporels. Et je pense à un couturier qui vit toujours aujourd'hui et qui est alors à l'opposé de Madeleine Vionnet sur beaucoup de plans, ne serait-ce que parce qu'il est l'homme de la couleur, qui est Jean-Charles de Castelbajac, et qui lui a fait toutes ses coupes depuis toujours sur le modèle japonais du kimono, c'est-à-dire la coupe en T. Mais c'est la même idée, on n'a pas des coupes qui s'adaptent et qui du coup se démodent assez vite. En 1939, le jour de la déclaration de guerre, Madeleine Vionnet ferme sa maison de couture et le 17 août, elle écrit « On attend actuellement le 24 ou le 27 août Nuremberg comme si des lèvres du Führer devait sortir la paix ou la guerre. Il en sortira d'autres mensonges ou folies, car à mon avis, aucun cerveau humain n'est en ce moment assez puissant ni assez clair pour être à la hauteur du chaos actuel. » Sa maison, son fonds sera dispersé à Drouot en décembre 1940. Elle ne rouvrira plus jamais de maison. Mais pendant la guerre, elle enseigne la couture à l'école de la rue Saint-Roch. Elle continuera toute sa vie à être présente dans l'enseignement de la couture, soit à enseigner directement, soit à recevoir quiconque venait recueillir ses idées et son influence. Elle, d'une certaine façon, Madeleine Vionnet, qui a volontiers vécu dans l'ombre, est le contraire absolu de Coco Chanel. Je ne me place pas sur le plan artistique ou esthétique, chacun choisira en fonction de ce qu'il apprécie, mais dans le comportement. Cette grande dame est toujours restée extrêmement discrète, on lui connaît peu ou mal sa vie privée. Bon, elle a eu 2 maris, dont elle a divorcé les 2 fois. Elle a été chevalier puis officier de la Légion d'honneur, mais elle ne s'est jamais épanchée sur ce qu'elle était elle-même. Et elle n'a jamais eu la vie un peu tabageuse, disons-le bien, de Coco Chanel. En 1952, donc je vous l'ai dit, elle fait don de son fonds. Elle meurt à Paris le 2 mars 1975, dans la discrétion, assez largement oubliée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y aura, à partir des années 80, des tentatives variées pour relancer sa maison. Pratiquement toutes ont échoué. Et depuis 2018, celle qui a racheté sa marque l'a mise en sommeil. Et il semble douteux qu'un jour on relève la maison de Madeleine Vionnet. Alors, je voudrais juste terminer avec une citation. Monsieur Françoise a commencé avec une citation d'Azzedine Alaïa. Moi, je vais terminer avec une citation de Christian Dior. « Ce furent Madeleine Vionnet et Jeanne Lanvin qui transformèrent la profession de couturier en bâtissant de leurs propres mains et de leurs ciseaux les modèles de leur collection. La robe alors devint un tout. Jupe et corsage obéirent au même principe de coupe. Dans ce domaine, personne n'est jamais allé aussi loin que Madeleine Vionnet. Elle avait le génie de l'emploi du tissu et inventa la coupe en biais qui devait mouler souplement les femmes de l'entre-deux-guerres. Désormais, les robes purent se passer des garnitures 1900 et des motifs décoratifs de Poiret. La coupe seule importée, le reste devenait superflu. Ainsi s'ouvrit le règne des grandes couturières. » Eh bien, merci de nous avoir présenté Madeleine Vionnet. Et j'ai retenu dès le début que ce n'est pas Paul Poiret, mais elle qui a supprimé le corset, alors que sans arrêt, on entend parler de Paul Poiret à ce sujet. Eh oui. Eh oui. Merci à vous. Ça arrive. À très bientôt, donc. Merci. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr